La Fabrique des communs pédagogiques présente les podcasts de l'éducation dehors. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les podcasts des rencontres de la classe dehors. Nous sommes au sein du parc du 26e centenaire à Marseille et je suis Robin de la Fabrique des communs pédagogiques. Nous nous retrouvons dans ce podcast des rencontres pour parler de l'enseignement en extérieur. Et aujourd'hui, je suis avec Riem. Donc même question pour tous les intervenants et intervenantes qu'on a au début. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter ? Est-ce que tu peux nous raconter en fait ce qui t'emmène aujourd'hui aux rencontres internationales de la classe dehors à Marseille ? Bonjour. Donc je suis Riem Boudjemaï, moi je suis professeur de SVT et formateur d'enseignants. Je suis basé au lycée français de Rome et donc j'appartiens à une agence qui s'appelle l'AEFE, l'agence pour l'enseignement français à l'étranger. J'ai des classes de 6e et de terminale en SVT à Rome et j'interviens pour faire des formations dans différents pays sur une zone qui va couvrir une partie de la Méditerranée. Très bien, donc d'une partie, tu es prof dans un collège directement, et en parallèle, tu es également formateur de profs, donc tu disais à l'Agence pour l'enseignement français. Est-ce que tu peux nous parler de ces structures ? Quel est son objectif concrètement ? Alors donc l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE, c'est un opérateur du ministère des Affaires étrangères qui s'occupe de piloter tous les établissements du réseau de l'enseignement français à l'étranger dans les différents pays. Et donc on parle d'à peu près 580 établissements avec différents statuts un peu partout dans le monde. Très bien. Et toi concrètement, du coup, dans cette agence, qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien ? Donc dans ces 180 établissements un peu partout dans le monde, il y a des enseignants. Certains sont détachés, certains sont des enseignants de l'éducation nationale française qui ont été détachés pour pouvoir exercer un certain nombre d'heures auprès d'élèves du premier degré ou du second degré. Et d'autres sont recrutés localement dans ces pays-là. Dans les deux cas, ces personnels bénéficient d'un droit à la formation continue qui leur permet de se professionnaliser ou bien d'innover ou bien de développer de nouvelles méthodes pédagogiques ou bien de s'aventurer sur des nouveaux chemins qu'ils n'auraient pas encore explorés, par exemple sur la classe dehors. Mais ces formations, elles sont aussi disciplinaires. Moi, j'interviens sur des formations de professeurs de SVT et elles peuvent couvrir aussi d'autres champs transversaux, comme par exemple l'égalité filles-garçons, la laïcité, l'éducation aux médias et à l'information, l'éducation artistique et culturelle, le travail des compétences psychosociales. Bref, il y a tout un tas de sujets sur lesquels on peut former les collègues enseignants. Et donc, dans chaque zone de l'AEFE, il y a 16 zones. Certaines sont petites, en superficie, comme par exemple la zone Liban, qui est une seule zone parce qu'on a beaucoup d'établissements là-bas. D'autres sont beaucoup plus grandes en superficie, comme par exemple la zone Asie-Pacifique, qui couvre un territoire qui va de l'Inde au Japon et qui descend jusqu'à l'Australie. Et donc dans chaque zone, il y a des formateurs qui sont installés et qui répondent aux besoins de formation qui sont exprimés par les enseignants et par les chefs d'établissement. Donc moi, j'assure une partie des formations qui sont proposées sur la zone Europe du Sud-Est. Très bien. Et du coup, sur les territoires où tu travailles, est-ce que peux nous parler un peu de la classe dehors ? Est-ce que c'est une pratique qui est répandue, sur laquelle il y a des défis, des réticences ? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Alors en fait, moi j'observe pas mal de pratiques de la classe dehors, mais je pense pas que ce soit supérieur ou inférieur à ce qu'on peut observer en France. En réalité, quand on interroge les collègues, que ce soit à Istanbul, à Athènes, à Rome ou à Nicosie par exemple, on voit que les réponses sont assez similaires à ce qu'on peut avoir quand on interroge des professeurs français, à savoir des collègues qui expriment un besoin de formation sur cette thématique, on pourra peut-être y revenir, et des doutes parfois, des inquiétudes qui sont liées surtout à la situation physique de l'établissement. Des collègues qui vont être dans un grand établissement avec un extérieur qui est compris dans les murs vont beaucoup plus facilement s'aventurer à l'extérieur pour faire de la classe dehors que des collègues qui sont dans un établissement qui présente peu d'espace vert avec uniquement une cour qui serait minéralisée. L'enjeu va être alors de leur montrer qu'on peut faire de la classe dehors partout, que c'est pas forcément d'ailleurs dans le périmètre de l'établissement. Mais donc voilà, pour te répondre précisément, on observe des pratiques de classe dehors qui vont se faire assez facilement à l'étranger. Ça va être très très lié au contexte de l'établissement.
À Rome, par exemple, on a la chance d'avoir... donc le lycée français de Rome, il est sur 2 sites différents, mais le site sur lequel se situent les élèves de l'école maternelle, élémentaire et le collège jusqu'à la 4e est situé dans un parc, qui est un morceau du parc de la Villa Borghese, et qui est un très très beau site, très végétalisé, avec des espaces naturels, où il est assez facile de faire de la classe dehors, puisqu'il suffit de sortir de la classe, et on peut aller explorer tout un ensemble d'écosystèmes, et de lieux sans avoir besoin de sortir des murs de l'établissement, donc sans avoir besoin d'autorisation de sortie. Et ça, c'est quelque chose qui rend beaucoup plus facile la classe dehors. Oui, forcément des inégalités en termes d'accessibilité, donc directement à des espaces verts ou même des espaces intéressants à la découverte pour les élèves. Tout à fait. Et donc, comment, à travers tes formations, justement, selon toi, tu peux accompagner les professeurs à dépasser ces blocages et leur montrer des voies pour justement mettre en place des classes dehors malgré ces inégalités d'accès? Alors, on n'a pas encore fait de formation classe dehors, mais elle a lieu lundi et mardi. Très bien. C'est pour ça que je suis venu. Voilà. C'est pour ça que je suis venu aux rencontres internationales de la classe dehors pour me préparer un petit peu et puis observer la diversité des pratiques. Enfin, en réalité, c'est plutôt un hasard de calendrier, mais bon. On préfère l'histoire. Voilà, ça tombe très bien. Et donc lundi et mardi, on va faire une formation sur la classe dehors qui aura lieu à Bucarest, et au sein de laquelle on réunit 25 collègues. Enfin, au sein de laquelle 25 collègues qui viennent de toute la zone se sont inscrits pour pouvoir participer à cette formation. Donc c'est une formation d'enseignants volontaires, bien entendu, du premier et du second degré, un peu plus du premier que du second degré d'ailleurs. Et l'enjeu va être justement de leur montrer qu'on peut faire classe dehors dans différents contextes, y compris quand on n'a pas accès à beaucoup d'espaces verts. Mais ce n'est pas le seul enjeu. Un autre enjeu, ça va être de montrer que la classe dehors, même si c'est une grande diversité de pratiques, et qu'à partir du moment, il me semble, même si ça a été débattu dans certains échanges auxquels j'ai pu assister, il me semble qu'à partir du moment où on sort de la classe, on est déjà dans la classe dehors. L'idée, c'est quand même de leur montrer que la plus-value, elle va vraiment s'exercer. D'une part, lorsqu'on va chercher dehors un objet ou bien une situation qu'il ne serait pas possible de réaliser en intérieur. Je pourrais donner un exemple tout à l'heure en SVT, par exemple. Et d'autre part, qu'on tirera de vrais bénéfices de la classe dehors quand on s'inscrira dans la durée, et donc quand on pourra capitaliser en séance 5, 6, 7 sur le fait que les élèves commencent à avoir l'habitude de sortir et acquièrent donc des automatismes qui nous font gagner du temps et qui leur permettent vraiment de travailler les compétences spécifiques qu'on a envie de leur faire travailler dehors. Voilà, je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à ta question que tu avais posée. Bien sûr. Donc vraiment un ancrage quotidien, essayer de... là-dessus, mais je te laisse aller sur ton exemple d'SVT qui a attisé ma curiosité. Oui, alors en SVT, on a un rapport au terrain qui est... Donc en SVT, ça veut dire sciences de la vie et de la terre, donc c'est la discipline qui permet l'enseignement de la biologie et de la géologie en France. Avant, ça s'appelait les sciences naturelles. Et donc en SVT, on a un rapport au terrain qui est assez fort. Ça fait longtemps qu'il est inscrit dans les pratiques en SVT qu'on peut aller chercher dehors certaines choses. Observer des écosystèmes au fil des saisons, c'est au programme de 6e depuis longtemps. Aller réaliser une sortie de géologie, par exemple la fameuse sortie géologique ou le voyage de géologie pour aller sur le terrain étudier des structures géologiques comme des paysages, des affleurements, des roches. Bon. Maintenant, on observe une diversité de pratiques de la sortie géologique, par exemple. S'il s'agit de sortir, prendre le car, voire parfois même l'avion, ou tout simplement les transports en commun, pour aller sur un affleurement. Donc un affleurement, ça va se définir comme un lieu où la roche est visible, où la roche est à l'air libre. On n'a pas de sol qui couvre la roche. Propice à l'étude géologique. Exactement, qui permet d'étudier la roche du sous-sol. Donc se rendre sur un affleurement et y faire ce qu'on pourrait appeler vulgairement une conférence sur le caillou, ça veut dire avoir un enseignement qui va être magistral et transmissif auprès d'élèves ou d'étudiants qui seront en face de nous pour leur dire voilà, là vous êtes en train d'observer un magnifique affleurement de tuf jaune qui résulte d'une cataclysmique éruption volcanique il y a tant d'années. Si vous venez regarder ici, vous allez voir qu'il y a un morceau de pierre ponce qui est en inclusion. La pierre ponce, ça se forme dans telles conditions d'éruption. Voilà, vous avez vu, cet affleurement, il nous révèle ci, il nous révèle ça, vous voyez qu'il fait telle taille, donc ça révèle une éruption de telle ampleur, etc., etc. Bref, raconter toute la géologie de ce lieu, et puis on s'en va, ça n'a pas un grand intérêt. On aurait pu prendre un échantillon de tuf jaune,
une photo de l'affleurement et montrer ça en classe. Donc, on est sorti, mais on n'a pas tiré une vraie plus-value du fait d'être allé dehors. En revanche, si dans notre repérage du terrain, on est venu, on a vu ce tube jaune, on a préparé quelques documents, on a formé les élèves ou les étudiants à la lecture d'un paysage, on leur a donné quelques clés, par exemple une clé de détermination qui permet d'arriver par soi-même à la conclusion que c'est un tuf jaune, cette structure qu'on observe, qu'on arrive sur l'affleurement et qu'on dit aux élèves, bon bah à vous de jouer, je vous laisse 15 minutes pour essayer de me tirer un maximum d'informations de ce que vous avez devant vous. Et puis là, on laisse les élèves un petit peu crapahuter, regarder, se tromper, peut-être faire un dessin de l'affleurement. Et puis ensuite, on en discute ensemble. Ah, toi, tu as observé ça et qu'est-ce que tu en conclus ? Et peut-être que ce ne sera pas vrai. Et en fait, là, il y a un vrai intérêt à avoir été dehors parce qu'on les a laissés chercher. Pas simplement sortir, mais également mettre en place des dynamiques qui diffèrent de celles qu'on retrouve en classe classiquement. Voilà. Effectivement. Et donc, vous disiez que vous alliez avoir votre... je peux te tutoyer. Oui, tu disais que tu allais donner ta première formation classe dehors, donc lundi, mardi à Bucarest, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu as pu avoir ici, aux rencontres internationales à la classe dehors, pu attraper un peu des inspirations en discutant avec des gens, en participant avec des ateliers? Qu'est-ce que tu retiens on va dire de principal là-dedans? Ouais, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai pris beaucoup de notes qu'il va falloir que j'essaye d'organiser un petit peu d'ici ce lundi. C'est le lot de tout le monde. ouais, beaucoup de notes. Alors, d'une part des petites idées que j'ai glanées un petit peu à droite à gauche, des idées d'activité, des idées d'expression qui sont pas mal. Une expression qui était très présente sur cette édition des rencontres de la classe d'or, c'était de faire les choses à hauteur d'enfant, que j'ai trouvé assez belle. Des pistes d'activités auxquelles j'avais pas pensé, la construction de cabanes notamment. J'ai pas pu assister à l'atelier, mais j'en ai beaucoup entendu parler, avec tout l'investissement des connaissances mathématiques qui m'intéresse beaucoup, parce que les maths, c'est souvent une discipline qui semble loin des éducations transversales et des formes d'enseignement un peu modernes. Et pas moderne, un peu innovante et alternative, on va plutôt dire ça. Et donc aller chercher des exemples en mathématiques, c'est souvent très parlant, que ce soit pour les professeurs du premier degré ou bien pour les profs de maths eux-mêmes, pour leur montrer que, je m'éloigne du micro, pour leur montrer qu'on peut aussi faire leur discipline en extérieur. Et donc voilà, la construction de cabanes, c'est un bon exemple d'activité dans le cadre de laquelle on peut faire des mathématiques. J'ai fait un atelier ce matin c'était cet après-midi, c'était le DeLorean Project, sur le voyage dans le temps, sur la mise en récit du paysage passé, futur, et qui marcherait très bien dans des parcs urbains ou bien dans des cours d'école. Donc voilà, j'ai noté pas mal de choses que je vais essayer de réorganiser un petit peu pour le début de semaine prochaine. Ok, donc on va te revoir aux prochaines rencontres internationales de la classe dehors, j'imagine. C'est sûr, et j'aurai normalement un modèle de formation structuré à pouvoir proposer, mais qui n'est pas encore finalisé. T'as quelques temps. Bon, on arrive à la fin de l'interview, c'était un plaisir de recueillir ta parole. On laisse le mot de la fin à nos intervenants, donc je te propose aussi si tu as un ressenti sur l'événement, si tu as quelque chose à suggérer, si tu as une pensée, on va dire n'importe laquelle, à partager aux gens qui nous écouteront par la suite, je te laisse le faire. Eh bien, alors je dirais peut-être un message pour les enseignants. Il y a plein de façons de se former. Il y a des espaces de formation plus formels et des espaces de formation informels. Je pense qu'ici, aux rencontres de la classe dehors, on est dans un espace qui est un peu intermédiaire, parce que quand même, il y a un peu de contenus qui sont informels, il y a un peu de contenus qui sont formels. Si vous voulez aller chercher des contenus qui sont plus formels, sachez que les formations qui sont proposées par l'Éducation nationale en France ou bien par l'AEFE à l'étranger, elles se construisent avant tout en réponse à des besoins de terrain. Nous, si on a choisi de mettre à l'agenda une formation classe dehors, c'était parce qu'il y avait beaucoup d'enseignants qui la demandaient. Donc, s'il y a des collègues qui entendent ça et qui souhaitent être formés à la classe dehors au sein de leur institution, il ne faut pas hésiter à en faire la demande à leur hiérarchie, parce qu'il y a toujours des possibilités de mettre ça à l'agenda. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à bientôt, Riem.